d'habitude, je vais passer la parole à Damien pour une introduction de la durée qu'il souhaitera. Ensuite, comme d'habitude, je lui poserai la question qui fâche. Et puis ensuite, la balle sera dans votre camp pour questions et discussions. Et nous terminerons, là aussi, comme d'habitude, par les 3 vœux de Damien Carême. Vœux aux citoyens, vœux au président de la République et vœux au secrétaire général de l'ONU. Je rappelle que le petit déjeuner est enregistré et qu'il est mis sur notre plateforme dans l'après-midi ou le demain matin, donc il n'est pas en direct, mais qu'il est enregistré et qu'il est ensuite diffusé. Donc je remercie beaucoup Damien de sa venue, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'il a été pendant 18 ans maire de Grande-Synthe. Il a fait des choses tout à fait passionnantes dans sa commune, tout à fait innovantes. Et donc c'est évidemment très intéressant parce qu'il a une vision très concrète de la transition écologique et de la façon de faire pour faire avancer la transition écologique, et ce sera donc particulièrement intéressant. Aujourd'hui, vous le savez, Damien est député européen, Europe Écologie Les Verts, et donc il pourra évidemment aussi nous parler de ses premiers pas au Parlement européen, de ses découvertes et de la contribution qu'il compte faire au Parlement européen pour faire avancer ces sujets qui nous tiennent tous à cœur. Voilà, en tout cas, merci, je vous remercie vous aussi beaucoup pour votre venue et je passe la parole à Damien Carême. Merci de l'accueil, merci de l'invitation. Ça fonctionne bien. En fait, on m'avait demandé de parler de ce que c'est que l'écologie pour moi, ce que je ne limite pas la transition énergétique. Alors, je ne sais pas si vos petits déjeuners ne sont que sur la transition. Ah voilà, la transition écologique, parce que j'avais entendu énergétique, j'ai eu un peu... Pardon, excusez-moi, ma langue a fourché. Elle est utile, elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante, la transition énergétique, puisqu'il faut aussi qu'on change nos modes de vie. Qu'est-ce que c'est que l'écologie pour moi? C'est le respect du vivant avant tout, et c'est donc mettre en place une société qui respecte le vivant sous toutes ses formes, qui respecte les équilibres du vivant sous toutes ses formes. Et quand on dit ça, en fait, on peut le décliner dans tous les champs du quotidien. Et quand j'ai été maire pendant 18 ans d'une commune particulière, parce que c'est une commune née pour l'industrie dans les années 60, avec aujourd'hui, on vit quand même une désindustrialisation très forte, notamment de ce territoire, puisqu'on a perdu énormément d'emplois et des sites ont fermé ces 10-15 dernières années. ArcelorMittal, qui est le plus gros industriel de l'agglomération, employait à l'époque 11 000 personnes. Ils sont plus que 2400 aujourd'hui en emploi direct, et on a externalisé beaucoup de services de l'entreprise, pour moi, ça se transforme en précarisation de l'emploi. Quand je prends un exemple particulier qui est celui des gardiens qui gardiennaient le site de l'industrie. Avant, c'était des gens qui étaient à la convention collective de la sidérurgie et qui aujourd'hui sont aux conventions collectives, puisque ça a été externalisé du gardiennage avec des salaires misérables pour des gens qui ont 25 ans de boîte, qui travaillent les week-ends, les nuits, donc qui ont beaucoup moins de protection que dans l'industrie. Donc une grosse précarisation, ce qui se traduit chez moi par 28% de taux de chômage dans la ville depuis 2008, depuis la crise de 2008, et ça ne repart pas, et 33% des foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc là, quand on est maire d'une commune, on se pose la question de savoir comment on va aider ces personnes à s'en sortir. Et puis finalement, l'écologie pour moi était la réponse que j'ai trouvée pour leur assurer un droit à une alimentation de qualité, un droit à des logements de qualité, un cadre de vie de qualité, un accès à la culture, un accès au sport, voilà, un accès à l'énergie aussi. Je m'étais dit, je ne peux pas leur donner un revenu, puisqu'on n'a pas les capacités dans une ville d'offrir un revenu aux gens, mais comme ils avaient des grandes difficultés, on leur assure de préserver leur dignité en leur assurant un cadre de vie qui soit correct. Et comment on a fait tout ça? Donc on a attaqué sur l'alimentation, parce que pour moi l'alimentation est un moyen relativement simple pour une commune et qui évite aussi, quand on se nourrit sainement, quand on refait de l'éducation à l'alimentation, on accompagne les gens à éviter de tomber dans des maladies chroniques derrière, et donc ça permet aussi de faire des économies à terme sur des frais de santé. Donc sur l'alimentation, on est passé au 100% bio dans les cantines scolaires depuis... ça fait 8 ans maintenant, et cette année on sera en bio local, puisqu'on a acheté des terres maraîchères
qui étaient d'anciens maraîchers de la ville, et on a implanté des jeunes qui étaient en recherche de terre, et donc on a créé ce cercle vertueux de production locale, voilà, ouais, production directe en fait, jusqu'à la restauration collective de la ville. On a parallèlement à ça, puisqu'on se dit l'école c'est quand même que 144 jours par an, donc c'est pas beaucoup, et c'est que lui dit comment on fait pour accompagner le reste du temps. Donc on a créé des jardins partagés au pied des collectifs de la ville. On est à 120 parcelles aujourd'hui de jardins. Moi au départ je m'étais dit ça va rendre du pouvoir d'achat, même si je parle plus de pouvoir d'achat maintenant, je parle de pouvoir de vivre, parce que c'est pas uniquement en espèces sonnantes et trébuchantes, c'est aussi en capacité de vivre, de s'assurer un avenir. Et donc ça va rendre du pouvoir de vivre aux habitants, et en fait la première des choses que ça a fait, c'est de recréer du lien social au pied de ces collectifs, de faire provoquer de la rencontre, et ça c'était extrêmement intéressant. C'est pour ça que l'écologie, elle est aussi, pour moi, elle est gaie, elle est joyeuse, elle permet la rencontre des êtres humains, des habitants dans une commune. Voilà, donc bien évidemment ces parcelles sont cultivées sans intrants, sans produits toxiques, et on fait de la formation avec les habitants, ce qui fait qu'à un moment, ils viennent nous voir, parce qu'ils ont bien compris qu'on plantait des haies autour des jardins, dans les haies, il y avait des petites bêtes qui étaient ce qui bouffaient les cochonneries sur les plantes, et donc ils ont bien compris cet équilibre-là, et ils nous disent, nous on aimerait bien se former un peu plus sur la biodiversité. Quand vous avez des habitants qui sont dans la difficulté sociale, qui viennent vous dire on aimerait bien avoir des informations sur la biodiversité, comment ça marche, les équilibres, vous dites tiens, il se passe quelque chose dans la tête de ces gens. C'est aussi une fabrique de l'autonomie qu'on a mis en place dans une université populaire qu'on a créée. Une université populaire, un mot dessus, on a mis ça en place en 2008 sur la ville, l'idée étant de travailler à l'émancipation de la population. Je pense moi que la télé, les médias sont orientés dans un modèle de développement, un modèle de société, qu'on a besoin d'avoir une alternative à côté, avec des gens qu'on ne voit pas souvent à la télé, qui viennent nous parler de sujets de société, qui viennent nous parler d'un autre monde est possible, une autre économie est possible, un autre moyen de traiter, d'aborder les retraites est possible, et ainsi de suite, dans tous les champs du quotidien et des habitants aussi. Et donc voilà, cette université populaire fonctionne depuis un certain nombre d'années. C'est elle qui est en charge des jardins partagés, et aussi la fabrique de l'autonomie, c'est on apprend tout simplement à faire des produits d'entretien, des cosmétiques, des produits ménagers à base de produits naturels pour éviter les perturbateurs endocriniens, parce qu'on sait déclarer vivre sans perturbateurs endocriniens. Là aussi, ça rend du pouvoir de vivre aux habitants, puisqu'un litre de lessive fait comme ça, c'est 40 centimes d'euros, 4 ou 5 euros le litre de lessive, et ça évite de tomber dans ces spirales des maladies et des maladies chroniques. Et là aussi, ça crée un lien social extraordinaire. Il y a quand même eu 800 familles qui sont venues se former sur la ville, donc 10% des foyers qui sont venus se former spontanément sur ces produits. Et nous, à la ville, on a aussi utilisé les mêmes méthodes pour se faire nos propres produits d'entretien, pour éviter dans les écoles, dans les salles de sport, d'utiliser des produits dans lesquels il y a des perturbateurs endocriniens. Et donc on a fait aussi beaucoup d'économies à la ville, et on a mis du personnel en reclassement professionnel à fabriquer ces produits-là. Donc on ne fait pas que dire aux gens voilà ce qu'il faut faire, on se l'applique aussi dans la collectivité. On a un gros programme sur l'habitat. On réduit toutes les constructions depuis 2012 maintenant, notamment dans le cadre de projets de rénovation urbaine, sont au minimum bâtiments basse consommation, pour prendre aussi de la facture énergétique, de l'argent sur la facture énergétique aux habitants, éviter qu'ils consomment trop et accompagner les bailleurs pour que les loyers ne soient pas trop chers, puisque c'est souvent, on nous dit qu'il y a un surinvestissement nécessaire et on ne peut pas se permettre de imposer aux locataires, parce que ça créera des problèmes derrière. Donc voilà, on travaille notamment aussi avec la communauté urbaine de Dunkerque qui a la compétence logement pour mettre des primes pour réduire ce surinvestissement. On travaille sur la mobilité. Alors vous le savez, sur le Dunkerquois, et j'ai été vice-président au transport avec le président de la communauté urbaine, on s'était mis d'accord dès 2014 pour refaire complètement le réseau de transport en commun de l'agglomération et de le rendre gratuit. Donc ça fait plus d'un an maintenant, c'est le 1er septembre l'année dernière qu'il est complètement gratuit, 7 jours sur 7. On l'avait fait pendant des débuts sur les week-ends, uniquement les week-ends, les jours fériés et les jours où il y avait de la pollution, on était en alerte aux pollutions atmosphériques. Donc c'est passé au tout gratuité dernièrement. On
On est passé de 33 000 voyageurs jour à 70 000 il y a quelques semaines maintenant. On a baissé les incivilités dans le transport de 56%, c'est important de dire, parce qu'on avait le reproche de dire oui, mais la gratuité, ça va entraîner du non-respect, puisque ce qui est gratuit n'a pas de prix, et en fait c'est l'inverse qui se produit. Même les chauffeurs qui étaient un peu inquiets nous disent, aujourd'hui les gens quand ils rentrent dans le bus, ils nous disent bonjour, ce qui n'était pas le cas auparavant, donc c'est des bons indicateurs. Et puis surtout, on a réduit la place de la voiture en ville, parce que souvent ce qu'on nous disait, c'est des gens qui faisaient du vélo ou de la marche à pied qui allaient prendre le bus. On se rend compte là que les parkings du centre d'agglomération sont plus saturés, qu'il n'y a plus d'engorgement à certains moments de la journée de trafic automobile. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, ça sera de réduire les voiries pour faire réintroduire la nature en ville, ce qu'on a déjà fait d'ailleurs en refondant le réseau. Alors la gratuité, c'est pas un tout, c'est parce qu'on a aussi refait le réseau complètement et qu'on a mis 83% de la population à moins de 300 mètres d'un arrêt de bus où les bus passent toutes les 10 minutes. Il n'y a que comme ça qu'on arrive, et la gratuité est venue dessus. Donc en fait, on fait de la proximité, de la rapidité, de la fréquence, et surtout en mettant du site propre, de la fiabilité du réseau, parce que c'était le reproche qui était fait au réseau avant. C'était de dire, mais avant, moi quand je prenais le bus, il pouvait mettre 20 minutes, mais il pouvait aussi mettre 35 minutes, et donc je ratais mes rendez-vous, je ratais l'entrée des cours, etc. Donc en fait, on a vraiment repensé tout le réseau et instauré la gratuité après. Transport, mobilité, alors on a accompagné bien évidemment la refonte du réseau par des voies cyclables, etc., pour aussi encourager la mobilité douce. Logement, alimentation, et on travaille avec le monde économique à la transition nécessaire de l'agglomération. On a un plan air, climat, énergie territoriale qui est quand même très ambitieux sur ces objectifs, d'autant qu'on a quand même de la grosse industrie sur le territoire, donc c'est pas facile de travailler quand on dit réduire les émissions de CO2 de 40% sur l'agglomération, quand on a un site industriel qui met 13 millions de tonnes de CO2 par an pour faire 7 millions de tonnes d'acier. Il y a du travail à faire dessus, donc je suis très heureux qu'ArcelorMittal s'engage aujourd'hui à réduire de 50%. La dernière fois que je les ai vus, puis on a une discussion en aparté, il y a autre chose qui arrive là dans les annonces du sidérurgiste, mais voilà, il a fallu les entraîner un peu dans cette voie-là. On a eu en région Nord-Pas-de-Calais un peu particulier un mouvement qui a fait que les entreprises ont été sensibles à ça. C'est contre la troisième révolution industrielle, quand Daniel Percheron avec la présidente de la CCI, l'ancien ministre, et moi j'ai oublié son nom, Philippe Vasseur, oui, ont décidé de faire cette opération troisième révolution industrielle avec Jérémy Rifkin. Nous, écologistes, Jérémy Rifkin, c'est pas forcément notre tasse de thé, mais il était dans son approche, au moins il a sensibilisé le monde économique. Si c'était des élus écolos qui avaient parlé comme ça au monde économique, on l'aurait pas cru. Quand Jérémy Rifkin dit on peut se passer du nucléaire, on peut miser sur 100% d'énergie renouvelable, faire des bâtiments qui soient producteurs d'énergie, etc. Voilà, quand c'est lui qui le dit, ça va mieux. Et donc on a quand même eu une prise de conscience du monde économique qui nous a permis, au moins sur le Dunkerquois, parce qu'on a bien pris le relais, l'intercommunalité derrière, de faire évoluer. C'est pas facile, c'est lent, ça va pas aussi vite qu'on le voudrait, enfin que moi je le voudrais en tout cas, mais sur l'économie circulaire, sur l'écologie industrielle, il y a plein de choses qui sont en place aujourd'hui, et je pense qu'on va aussi attirer le monde économique derrière. Et en fait, je le dis souvent, et je terminerai par là, moi ma phrase en politique qui m'a guidé pendant 18 ans, c'est une phrase de Gandhi qui dit « Montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul ». J'ai voulu montrer que c'était possible à l'échelon local. Et du coup, ça fait un peu tache d'huile sur l'agglomération, puisque l'ensemble des cantines de l'agglomération vont passer au 100% bio, local, donc dans une politique agricole et alimentaire à l'échelle de l'agglomération. Les transports, j'en ai parlé tout à l'heure, le logement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on est en train vraiment de faire une orientation. Puis là, la communauté urbaine de Dunkerque a été retenue dans le cadre des programmes. Alors ça s'appelait TIGA à l'origine, ça a changé après, je ne sais plus comment c'est maintenant le nom, mais... Comment ? TI. Territoire d'innovation, c'est ça, ouais, de grande ambition, c'était au départ, voilà, qui va amener des financements, qui va nous permettre d'accompagner la mutation du monde économique et de ses acteurs sur le territoire. Je voudrais terminer par un autre exemple aussi, parce que ça a été un peu médiatisé ces derniers mois. C'est qu'on est, la ville, elle a acheté, on est fourni par 100% d'énergie, d'électricité renouvelable et 75% de gaz renouvelable.
Et on a retravaillé sur l'éclairage public parce qu'il ne suffit pas de prendre du renouvelable, il faut aussi être sur l'économie d'énergie et l'efficacité énergétique. Et sur l'éclairage public, on a eu tout un gros travail depuis 3 ans. En fait, on a reconstitué une trame noire, on a retravaillé sur donc cet éclairage public. On avait 7000 points lumineux, on est retombé à 5000 points lumineux sur la ville, on a supprimé plein qui étaient inutiles. Et on a changé les éclairages par de la LED. À minuit, on la baisse de 50%, à 2h du matin de 75%. Et l'année dernière, on a fait 500 000 € à peu près d'économie uniquement sur la facture de l'éclairage public. Et cet argent-là, on a décidé d'abonder une caisse en fait pour mettre en place ce qu'on a fait au mois de mars dernier, un minimum social garanti qui permet aux gens qui sont sous le seuil de pauvreté de passer juste au niveau du seuil de pauvreté. Alors vous savez qu'en France il y a 2 seuils de pauvreté, vous prenez le revenu médian, 60% du revenu médian ou 50% du revenu médian, donc soit 1100 € par mois, soit 850 € par mois. J'aurais voulu être au seuil de 1000 €, mais ça me coûtait 6 millions d'euros et on s'est limité au seuil de 850 €, mais pour nous, c'est beaucoup d'habitants, c'est déjà pas mal. Ça leur permet, alors ça touche 3 catégories de population, des gens qui sont minima sociaux, qui avec toutes les aides qui sont à côté sont grosso modo pour quelqu'un au RSA tout seul, qui a même une aide au logement, etc. Il peut être à 650 €, on lui donne 200 € par mois d'allocation, c'est une aide facultative sociale. C'est les hommes meurent en moyenne 5 ans plus jeunes qu'en France sur le Dunkerquois, quand on a les conditions de travail, de l'environnement, etc. Donc on a beaucoup de femmes, de veuves qui vivent avec la pension de reversion de leur mari, c'est le minimum vieillesse à 850 €, donc là, un seuil de pauvreté, mais souvent elle héberge un enfant qui est au chômage lui-même, qui n'a pas les moyens de payer et qu'elle prend sous sa coupe. Et là, à partir du moment où on est une personne et demie, puisque la deuxième personne c'est le demi-part, elle devrait avoir 1200 € par mois et elle touche que 850, donc on lui met le différentiel. Et ça concerne aussi les travailleurs qui sont SMIC à 1200 € net. S'il a une femme et 2 enfants de plus de 14 ans, il devrait avoir 2200 € pour être au-dessus du seuil de pauvreté. Quand on cumule l'allocation logement, la CAF ou les aides qu'ils peuvent avoir, bien souvent ils sont en dessous de ce seuil de pauvreté et donc on met le différentiel. Voilà, c'est sur une économie d'énergie, on a abondé un fonds au Centre communal d'action sociale qui nous permet d'avoir cette écologie sociale telle que je l'appelle de mes voeux, moi, qui est la base de l'écologie, elle peut être plus sociale, d'égalité, de partage des richesses, qu'on met en œuvre dans une ville. Et c'est de manière très concrète. Et c'est pour ça que les habitants, peut-être, rentrent dans la boucle et deviennent acteurs de ce changement. Ils changent leur comportement. C'est aussi pour ça, puisque la ville a été mise beaucoup sous l'œil des médias à partir de 2015-2016, quand on a fait un camp pour accueillir des migrants qui arrivaient sur notre territoire. C'est aussi pour ça que j'ai parlé de mouvements de protestation de la population, de pétitions, de choses comme ça, et que ça s'est passé plutôt dans des bonnes conditions, alors qu'on a la typologie des villes de la région Nord-Pas-de-Calais, socialement, et que ailleurs ça se passe pas aussi bien que chez nous. Là, l'extrême droite a baissé de 9% entre les élections européennes de 2014 et les élections européennes de 2019. Donc je pense que ces programmes-là permettent aussi de lutter efficacement contre les extrémistes. Voilà l'écologie en action telle que j'ai pu la mettre sur mon territoire, mais j'attends la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo pour tout ce qui a été fait. La question, je ne suis pas sûr qu'elle fâchera, mais elle se pose, je pense, véritablement. Transport gratuit, revenus de base, tout ça coûte très cher. Et on s'interroge, y compris à la fabrique écologique, on n'arrête pas de s'interroger sur comment généraliser les bonnes pratiques. Comment faire en sorte que toutes les collectivités locales, par exemple, sur ces différents sujets, fassent la même chose. Et on s'interrogeait pour savoir si les collectivités locales, qu'est-ce qui finalement manque à un certain nombre de collectivités locales pour faire la même chose que ce que tu as fait dans ta commune. Est-ce que c'est les moyens financiers? Est-ce que, en particulier, la base de taxe professionnelle chez vous est particulièrement élevée et permet financièrement de faire des choses qu'on pourrait moins bien faire ailleurs? Est-ce que c'est la détermination de quelques-uns? C'est possible, ça joue beaucoup aussi dans le paysage.
Est-ce que c'est la mobilisation de la population particulière sur certains sujets? En d'autres termes, qu'est-ce qui rendrait possible qu'on généralise, que se généralise, parce qu'en l'occurrence, ça ne peut pas être des décisions venant d'en haut, que se généralisent les initiatives qui ont été prises, que tu as prises dans ta commune, dans d'autres communes? Je pense que c'est une question de choix politique. Certes, le territoire, l'agglomération dunkerquoise est dite riche, parce qu'on a une grosse taxe professionnelle, parce qu'on a beaucoup une centrale nucléaire, un terminal méthanier, ArcelorMittal, une raffinerie Total, même s'ils ont fermé leur activité de raffinage. Certes, l'agglomération est considérée, je me demande si elle n'est pas une des plus riches de France à l'habitant, ça c'est à vérifier, il y en a d'autres. Cela dit, socialement, elle a une grosse charge aussi, parce que l'industrie là, elle pèse socialement. Moi, par exemple, qui suis ville qui bénéficie de la dotation de solidarité urbaine, vous savez, c'est le dispositif en France de péréquation. Et là, pour le coup, je salue le ministère. On prend les recettes fiscales de la ville, donc nous on en a beaucoup, et puis on prend la charge sociale de la ville, donc c'est nombre de logements sociaux, taux de pauvreté, nombre de familles monoparentales, etc. Et je suis considéré comme la 27e ville la plus pauvre de France, au regard de ces indicateurs. Donc vous voyez le poids social, et certes on a une richesse, mais qui stagne depuis quand même 2000 pratiquement. La TPU, au moins pour la collectivité, pour la communauté urbaine, quand il y a une nouvelle implantation, il y a des recettes qui augmentent, mais c'est aussi des implantations que peu de territoires se battent pour obtenir chez eux, parce que ça a quand même des conséquences environnementales qui ne sont pas négligeables, et puis qui du coup gênent un autre développement qui est par exemple celui du développement du tourisme. Moi, aux élus de l'agglomération qui disent on va développer le tourisme sur l'Agglo, j'ai un peu de mal à croire que, je leur demande s'ils iront en vacances à Fos-sur-Mer par exemple, c'est pas là qu'on choisit notre destination de prédilection, quoi. Et c'est la même chose pour les Français quand on parle de Dunkerque, même s'il y a des choses à découvrir, hein. C'est une super région avec des superbes plages, des super paysages, etc. Mais je crois pas au développement touristique comme il peut se faire par ailleurs. Donc c'est handicapant dans un certain nombre de domaines, ça a des impacts énormes sur la santé quand même. L'agglomération dunkerquoise est quand même l'agglomération qui a le taux des cancers des voies aérodigestives supérieures le plus important de France. Donc ça a quand même des conséquences directes sur la santé des gens. Donc on a des moyens financiers, certes, mais il y a d'autres agglomérations qui ont les moyens financiers. Par contre, ils n'ont pas le choix. C'est un problème de choix politique, de courage politique à un moment. Il y a quand même des agglos qui sont aujourd'hui des métropoles, des centres de métropole qui attirent énormément d'entreprises et qui ont des moyens financiers énormes. Ils choisissent de faire, je vais caricaturer, mais un stade de foot et de sponsoriser des grosses équipes de foot, machin truc, et d'être dans l'image uniquement, dans la com, et pas de faire retomber cet argent qui pour moi est un partage des richesses vers la population. C'est une richesse perçue par la collectivité qui est redistribuée de cette manière-là et de manière vertueuse, c'est-à-dire que quand on fait le transport gratuit et qu'on a l'impact qu'on a, c'est-à-dire qu'on réduit la place de l'automobile, qu'on puisse renaturer nos villes, etc., bah, ça a quand même des impacts vertueux sur la population et je pense que ça a encouragé derrière. Donc il y a une richesse, mais la richesse, elle existait avant et on ne faisait pas le transport gratuit. On préférait mettre l'argent ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est un choix, une orientation politique différente. Et je pense qu'il y a beaucoup d'agglos, puisque j'interviens pas mal en France et genre la dernière campagne, j'ai fait pas mal de villes. On pourrait éplucher les budgets municipaux ou les budgets des intercos et on trouverait l'argent. Mais il faut le vouloir. Merci. Alors, je vous passe la parole aux uns et aux autres. Après, juste, je voudrais préciser, c'est pas forcément cher. Les transports gratuits, oui. La cantine bio, à un moment donné, ça m'a coûté cher parce que c'est un ESAT qui fait la plupart des repas de la ville et ils ont perdu des marchés parce qu'on ne peut pas faire du bio et du non-bio quand on fait la restauration. Donc, ils ont perdu des villes qu'ils fournissaient auparavant. Donc, ils ont un peu augmenté les prix pour la collectivité, mais aujourd'hui où je suis en production locale, je suis revenu au prix d'avant. Donc c'est un effort à un moment donné. Les jardins partagés, ça coûte rien, la fabrique de l'économie, ça coûte rien, aider les bailleurs à faire des logements vertueux, ça coûte rien, faire des politiques de mobilité, quand on fait des voiries à la communauté urbaine, qu'on intègre la mobilité douce, qu'on intègre un certain nombre de choses, ou les sites propres, ça coûte pas plus que quand on refait des voiries sans tenir compte de ça. Enfin voilà, je pense que faut pas croire que retomber dans du développement vertueux, ça coûte forcément cher. Et puis après, pour le financement par exemple du transport public
énergétique gratuit, il y a plein d'argent quand même, il y a un partage des richesses peut-être au niveau national à réorienter sur ces modes de déplacement et ces aides au transport public dans les agglomérations. Lille vient de dépenser, je ne sais plus combien de millions d'euros avec des portiques contrôle de son métro et de son transport. Peut-être que l'argent il aurait pu être utilisé différemment, même si investissement, fonctionnement, c'est pas la même chose, mais on peut se poser la question. Alors, première question, ici. Thierry Livard, comité économique. Non, ton micro ne marche pas, excuse-moi. Voilà, il marche. Donc Thierry Livard, comité économique social européen. Je voulais justement vous interroger sur la dimension européenne. Pourquoi ce parcours maintenant au Parlement européen? Et surtout, quels sont vos axes? Qu'est-ce que vous pensez faire en profitant du levier européen? Alors en fait, j'arrivais à la fin de mon 3e mandat et j'avais dit, moi, je suis pour la limitation. J'ai milité dans le temps, quand j'étais dans une autre vie antérieure, pour le non-cumul de mandats, parlementaire et local, et je suis aussi pour le non-cumul dans le temps. J'avais dit 3 mandats de maire, c'est bien, donc j'ai arrêté en mars 2020. Il se trouve qu'un candidat aux élections européennes est venu me voir il y a 18 mois pour me dire j'aimerais bien que tu sois sur ma liste, etc. Donc j'ai regardé, puis comme c'est 7 mois avant la fin de mon mandat, j'ai accepté de pouvoir y aller. Pourquoi ? Parce que les bagarres que j'ai menées au niveau local, ils ont une part de leur réponse au niveau européen. C'est même plus au niveau français, mais c'est au niveau européen. J'ai été confronté au problème de l'accueil des chercheurs de refuge, comme je les appelle moi, et pas des migrants, sur mon territoire, parce qu'on est sur la route de Calais et qu'à un moment, ils sont arrivés 2500 et on est 23 000 habitants dans ma commune, que l'État français ne faisait rien, etc. C'est là qu'on a dû faire un camp. Bref, je ne refais pas l'histoire, mais c'est un vrai souci. Et aujourd'hui, je fais le tour de France aussi, on a créé une association nationale des villes et territoires accueillants, parce qu'il y a plein de territoires comme ça qui sont confrontés au problème de l'accueil de ces personnes-là, et quand l'État n'est pas présent, de se débrouiller toute seule. Et c'est au niveau européen que se pose aujourd'hui le problème de comment on fait. Les gens qui se noient en Méditerranée, que fait l'Europe? Quel dispositif met l'Europe pour éviter qu'on ait 40 000 morts depuis 10 ans en Méditerranée qui tentent de traverser? Donc voilà, il y a des réponses européennes à trouver sur cette problématique-là, à laquelle je suis particulièrement sensible parce qu'elle est humaine et qu'elle me renverse, elle me retourne les tripes sans arrêt. Il y a, alors je suis membre d'une commission qui s'appelle Libé, Liberté en fait, qui aborde ce problème-là, mais il y a aussi dans cette même commission la protection de la vie personnelle, les données numériques, etc. Donc c'est très, très vaste comme champ de cette commission. Il y a une deuxième commission dans laquelle je suis, c'est Innovation, Technologie, Recherche, pour justement savoir comment on peut aider des territoires industriels à faire leur transition derrière, parce que je pense que l'Europe peut mettre des moyens, si on a cette feuille de route du Green New Deal qui est annoncée là par la présidente de la Commission, s'il y a des moyens qui vont derrière, comment on accompagne les territoires industriels dans cette mue. Si on se dit qu'aujourd'hui, ArcelorMittal va changer son mode de fabrication d'acier, qui va mettre de l'hydrogène, donc plus d'émissions de CO2 pour produire, il faut peut-être qu'on encourage cet investissement-là parce qu'on est bénéficiaire derrière, mais aussi qu'on le protège au niveau des frontières européennes pour éviter que, c'est pas... Il n'y a aucune animosité envers mais l'acier turc n'est pas produit de la même manière, l'acier russe n'est pas produit de la même manière, l'acier chinois n'est pas produit de la même manière. Donc une forme de protectionnisme aux frontières européennes, non pas un protectionnisme d'une économie comme on peut l'entendre à certains moments, mais un protectionnisme vertueux. Vous pourrez importer votre acier en Europe au moment où vous produirez dans les mêmes conditions environnementales que nos industriels ont fait l'effort sur notre continent. Donc c'est en ITRE, dans cette Innovation, Technologie, Recherche, dans cette commission-là, qui sera abordé justement l'accompagnement des territoires industriels. Et la troisième commission dans laquelle je fais partie, c'est Économie, Finance, pour justement cette taxe carbone, cette taxe kérosène. Donc voilà, alors je ne prends pas tous les dossiers de toutes les commissions, parce que sinon on ne peut pas, c'est surhumain, mais avec les coordinateurs de chacune des commissions, c'est ces dossiers-là, et c'est notamment pour moi la technologie d'hydrogène, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on envisage sérieusement en France, que d'autres pays européens sont en avance sur nous, alors que les acteurs que j'ai pu voir, moi, dans ces pays-là, c'est des acteurs à l'origine française, un certain nombre d'acteurs économiques français. Voilà. Très bien. Alors, d'autres questions, interventions? On va peut-être en prendre deux
ensuite. Oui. Dominique Wesselin, ma question c'était, il est très contre-intuitif qu'un transport collectif gratuit procure des bénéfices. C'est vraiment contre-intuitif. Et donc, est-ce que votre expérience, vous pourrez la faire documenter, je ne sais pas, par des équipes universitaires qui détailleraient le prix de revient et les bénéfices, entre guillemets, d'usage que ça procure. Parce que c'est la seule façon, à mon avis, de convaincre d'autres personnes de faire le saut. C'est un peu pour tout le monde. C'est un peu le saut dans l'inconnu, de dire on fait un truc gratuit. Merci. Attends, on va peut-être prendre 2-3, ça te permettra de... Voilà. Allez, allez-y. Dominique Dudos, juste une question sur l'étalement urbain. C'est toujours le problème de la gratuité. Comment faire pour que ça ne provoque pas de l'étalement urbain avec les coûts sociaux et environnementaux qu'on connaît? Merci. Non, il n'y a pas de troisième. Allez. Juste dans la même dynamique, c'est-à-dire comment faire la synergie entre les différents acteurs de la métropole. C'est-à-dire que les communes n'ont pas forcément rien d'intérêt, c'est-à-dire que la gouvernance est évidente, où il y a quelques trucs pour mieux réussir l'approche globale. Voilà, 3 questions qui convergent. L'expérience est documentée. Il y a des universitaires qui travaillent depuis 1 an, qui observent, qui font des enquêtes d'opinion qualitatives, quantitatives. Donc, moi, j'y suis plus, mais je sais que le président de la communauté urbaine est très attaché. Et d'ailleurs, ils ont sorti une étude au bout d'1 an, en début septembre, sur le fonctionnement. Après, moi, c'est... la gratuité, on ne se pose pas le problème de la gratuité pour l'enseignement, on ne se pose pas le problème de la gratuité pour la santé. Moi, je mets la mobilité maintenant au même niveau. La mobilité est presque un bien commun et qu'on intègre dedans. Quels sont les bénéfices, les coûts de... Il faudrait qu'on englobe toutes les externalités négatives derrière. Je souhaite que la comptabilité publique change un jour pour qu'on s'aperçoive exactement du vrai coût des choses, qu'on puisse les mettre au regard quand on met les externalités négatives dedans. Parce que moi, qu'il y ait moins de voitures en ville, qu'on puisse renaturer la ville grâce à du transport en commun efficace, qu'on permette à des gens de retrouver une forme de pouvoir de vivre. Moi, j'ai des secrétaires dans ma mairie qui ont testé pendant 1 mois le transport en commun, savoir si elles arrivaient à l'heure, si c'était correct, etc. Elles ont vendu le 2e véhicule qu'elles avaient. Et c'est pas rien, quoi, 4 500 balles par an, grosso modo, le coût de possession d'un véhicule, c'est pas rien. Donc, et puis derrière, c'est un véhicule en moins qu'on construit, donc c'est un impact peut-être sur le... Mais derrière, c'est des matériaux, des ressources qu'on économise. Donc ça, moi, j'intègre vraiment toute la chaîne à l'intérieur. Après, on a concentré l'efficacité du transport sur la zone agglomérée. C'est-à-dire que les petits villages qui font partie de la communauté urbaine n'ont pas un bus toutes les 10 minutes. Voilà. C'est aussi l'action qu'on a prise. Mais on a un autre biais par l'intercommunalité pour lutter contre la préurbanisation, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Et on a mis habitat déplacement. Et dedans, on a intégré les coûts qu'il faudrait, s'il y a un lotissement qui se fait là-bas, le coût pour la collectivité de mettre des bus supplémentaires pour aller chercher des habitants qui sont là. Comme les réseaux de flotte, les réseaux d'assainissement et autres derrière. Donc maintenant, le plan local d'urbanisme de l'agglomération a intégré même la dimension santé en facteur, l'habitat enfin voilà, on a pris le plus contraignant qui soit. Donc on a une grille d'évaluation qui intègre maintenant, je ne sais plus combien de paramètres différents, mais l'impact sur l'air, l'exposition au plan, au PPB, plan prévention du bruit dans PPBE, plan de prévention du bruit dans l'environnement. Donc on a une carte du bruit et on évite de construire des zones constructibles là où il y a de l'exposition au bruit. Par exemple, on a l'autoroute A16 qui traverse l'agglomération. Il est hors de question qu'on construise des 2 côtés de l'autoroute A16. On a le plan de prévention de la pollution atmosphérique et là aussi les zones les plus impactées par les rejets industriels qu'on connaît maintenant grâce au relevé, enfin la cartographie derrière, on ne construit plus sur ces zones les plus exposées aux pollutions atmosphériques. Donc voilà, il y a plusieurs biais qui nous permettent de lutter contre la périurbanisation, c'est une volonté de l'agglomération, et la gouvernance, elle n'est pas simple. Mais le président de la communauté urbaine gère une conférence des maires dans laquelle sont mis autour de la table tous ces sujets-là, avec les impacts sur la communauté urbaine, les incidences qu'il pourra y avoir. Et
les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres à certains moments, donc ça donne lieu à des discussions, mais moi ce que j'appelle de mes vœux, c'est que le modèle de société auquel j'aspire, en fait, va repeupler les campagnes avec des paysans, pas avec des mecs qui vont se rendre au travail dans la ville tous les jours et qui vont occuper les routes, et que voilà, il y a un développement possible du monde rural qui soit complémentaire et nécessaire au monde, au développement urbain. Ça, l'idée n'est pas simple, mais tant que la fiscalité, enfin les recettes d'une ville seront liées aux impôts locaux, fonciers, etc., et que les petits villages diront bah oui, mais moi j'ai besoin de recettes et donc je peux faire du lotissement, etc., c'est la difficulté parce que ça impacte les recettes des collectivités. Là aussi, il faudrait des changements, bah, ça fait un peu pieux, ça fait je sais pas 40 ans qu'on l'étudie, mais qu'on n'a pas le courage de le faire. Après, il y a sur la lutte contre la pérurbanisation, moi il y a un moment, le zéro artificialisation des sols, il faudra qu'on mette en œuvre, quoi, parce que on peut plus continuer. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais ça continue, quoi, et c'est hallucinant. C'est quand même hallucinant qu'on fasse rien malgré les rapports de plus en plus effarants qui nous sortent semaine après semaine. Le Fabrique écologique a fait des propositions sur ce sujet majeur, mais c'est vrai qu'on voit bien que ça n'envahit pas, pratiquement pas. Hein, et donc, y compris d'ailleurs les plans d'urbanisme, quand on regarde les plans d'urbanisme des intercommunalités, on s'aperçoit que ça commence à être un peu pris en compte, mais c'est quand même encore très très faible, cette logique d'éviter l'artificialisation, voire même de reconquérir un certain nombre de sols déjà artificialisés. Alors, autre question au fond. Oui, bonjour, Albert Perrano, ancien président du bureau du CNIR des Verts. À propos de la gratuité des transports, quel est l'impact sur le changement de comportement dans l'usage de la voiture? Est-ce qu'on arrive, dans ta ville, à avoir diminué cet usage? Parce que c'est tout de même un bon exemple pour d'autres villes, en tout cas les grandes villes comme Paris ou autres, Lyon, Bordeaux, par exemple. Alors, d'autres questions peut-être? On prend devant, Lucille, et derrière au fond. Oui, Lucille Schmitt de la Fabrique écologique. Deux choses. Vous avez parlé d'une université populaire en fait lancée dès 2008. Et ici, à la Fabrique écologique, on est très en faveur du lancement d'une université populaire sur les questions d'écologie. On va peut-être d'ailleurs là-dessus travailler ensemble. Est-ce que vous pourriez revenir sur, université populaire, on ne voit pas forcément exactement ce que ça veut dire, comment on confronte les habitants à des universitaires, comment on transforme la notion d'expertise. Je pense que c'est assez passionnant. Et qu'au fond, il y a autant d'universités, il y a très peu d'universités populaires en France, contrairement à l'Allemagne, mais autant d'universités populaires, autant de projets différents, donc ça pourrait être intéressant pour nous tous, y compris d'ailleurs pour les acteurs économiques. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit bien, vous dites que ça a changé les habitants de mener ce projet de ville, et comment est-ce que ça peut changer aussi les élus et ceux qui ont le pouvoir? Parce que je pense que l'écologie implique une modification des valeurs de ceux qui ont le pouvoir. Vous disiez par exemple à la communauté urbaine, vous aviez des alliés, peut-être pas seulement des alliés, ou qu'il y a certains ont choisi de faire des portiques plutôt que de mettre de l'argent dans la transition écologique. Qu'est-ce que ça veut dire aussi du côté des élus? Parce que c'est bien de changer les personnes qui n'ont pas le pouvoir, mais ceux qui ont le pouvoir, est-ce qu'ils changent assez vite? Alors, au fond, une troisième question. Non. François Siegel de Oui Demain. Oui, bonjour, François Siegel, oui, demain. Je voulais savoir si effectivement la nouvelle présidence de la Commission européenne allait apporter effectivement les grands espoirs attendus, les 1000 milliards pour le climat, tous ces beaux projets qui nous ont fait rêver, qui ont fait rêver Pierre Laroutourou avec lequel je parlais il n'y a pas longtemps. Je voulais savoir si vous voyez peut-être une note d'espoir arriver, ou en tout cas des décisions importantes. Voilà, 3 questions très différentes. Je commence par la dernière. Quand on entend, enfin, il y a la procédure d'élection de la présidente de la commission. D'abord, on a reçu dans le groupe des écologistes, on l'a auditionné, et franchement, quand on est sorti de cette audition, on s'est dit c'est une catastrophe. Après, elle a quand même pris le temps de nous faire toute une réponse écrite sur les sujets qu'on a abordés. Là, c'était vachement mieux. Mais on se dit, ils avaient besoin des voix écolos, parce que maintenant, la majorité, elle est plus aussi facile au Parlement, donc ils avaient besoin des voix écolos, donc on a eu des belles réponses, ce qui fait que une partie du groupe s'est abstenue, d'autres ont voté contre, mais il y avait une liberté qui s'est mise là. Moi, j'attends les actes. Les paroles, maintenant, ça suffit, et j'ai besoin d'actes derrière. L'acte, c'est la formation de la commission,
Et dans cet acte-là, il y a des choses, alors on peut se dire Timmermans, Green New Deal, super, c'est intéressant, même si le terme New Deal, moi, me pose quelques questions, mais c'est pas inintéressant, et puis je pense que c'est un homme de bonne volonté. Par contre, qu'on ait un commissaire européen alors je vais perdre le mot, mais European Way of Life. Là, ça m'interroge pas. Protection. Comment? Protection Ah oui, c'est la protection du mode de vie européen. Moi, je demande une définition du mode de vie européen avant quoi que ce soit. Et là, ça me choque. Donc, c'est les équilibres politiques. Elle a aussi besoin de vote extrême. Elle a quand même été élue avec des voix extrêmes, puisqu'elle est passée qu'à 9 voix de différence, hein, c'est pas rien. Donc voilà, elle soigne tout le monde dans l'approche. Donc j'attends, moi, les actes. Derrière, c'est comme Christine Lagarde sur la BCE, quand on l'interroge sur la taxonomie, est-ce que vous la mettrez en œuvre? Oui, dès que le Parlement l'aura voté, dès qu'il y aura eu un accord, on la mettra en œuvre. Mais entre deux, est-ce que vous pourriez donner des indications sur retirer les investissements, enfin l'argent des entreprises les plus polluantes? Non, on va attendre que la taxonomie soit votée. Donc, enfin voilà, je sens pas la réaction dont on a besoin là maintenant. Enfin, je veux dire, le rapport du GIEC aujourd'hui, il nécessite que on change de braquet et puis qu'on aille de manière volontariste sur un certain nombre de choses. Donc, j'attends dans les actes. La question c'est comment élu à la population. D'abord, université populaire. Moi, je suis de formation initiale animateur socioculturel et j'étais très attaché à l'éducation populaire. Moi, je suis un gamin des MJC, des clubs Léo Lagrange. Quand j'étais gamin, on se confrontait, on faisait le monde avec des adultes, etc. Tout ça a disparu. Je vais caricaturer, mais presque à l'élection de François Mitterrand en 81, en se disant maintenant la gauche au pouvoir, on n'a plus besoin de ces mouvements-là, et grosso modo. Donc il en reste, la Fédération des centres sociaux, un certain nombre des Francas et un certain nombre, mais par rapport à ce qu'il y a avant, c'est beaucoup moins impactant sur la société. Et à Grande-Synthe, moi je me suis posé la question, effectivement, d'une université populaire, mais soit on a Caen et Michel Onfray, mais très philosophique, soit on a l'université populaire et citoyenne de Roubaix, qui fait un gros travail avec les habitants sur Roubaix. Donc effectivement, autant d'universités populaires qu'il y a de thèmes ou d'axes abordés. Nous on s'est dit, on va réunir, alors compte tenu de la population qui est à peu près la même que Roubaix, mais avec une autre orientation. À Roubaix, c'est pas forcément la ville qui l'a mise en place. Donc le souhait est différent. Moi, j'ai besoin d'avoir des habitants acteurs de leur changement, qui vraiment se prennent en charge, grosso modo. Et donc on s'adresse par des conférences à un public peut-être plus intello, entre guillemets, je le dis comme ça. Et puis avec les jardins ouvriers, les jardins partagés, à une population beaucoup plus de terrain. C'est pareil, l'université héberge les écrivains publics. Donc là, on a vraiment la population qui vient. Et du coup, comme les écrivains sont très impliqués dans le fonctionnement, ils amènent les gens sur d'autres dossiers petit à petit. Et donc, on cherche des sources différentes. Quand on fait la fabrique de l'autonomie, c'est l'université populaire qui fait ça. Mais ça permet d'attirer les habitants sur un sujet particulier. Et du coup, derrière, de pouvoir discuter, les rencontrer et les sensibiliser à toutes ces approches environnementales, écologiques. Et qu'est-ce que ça veut dire, une autre société, comment on pourrait faire. C'est eux qui gèrent aussi les pères cafés, en lien avec un espace de troc qu'on a mis en place. On a mis en place une Nutritech, une Grénothèque, enfin voilà, il y a plein une économie du partage qui s'est mise en place et de la fonctionnalité qui s'est mise en place. Et à chaque fois, on fait de la pédagogie aux parents. Quand j'ai mis en place les cantines bio, c'est pas les parents qui me l'ont demandé, c'est nous qui l'avons décidé. Mais on a reçu tous les parents pour les informer. C'est pas que bio, c'est bio et local. Donc local, ça veut dire que je disais aux parents, venez pas gueuler à la mairie quand en hiver, les enfants ils mangeront de la tarte aux pommes, de la compote de pommes, de la pomme en fruits, parce qu'ils n'auront pas de fraises, ils n'auront pas de cerises à ce moment-là. Mais on leur expliquait pourquoi, et on leur expliquait, parce qu'ils ne savent pas le coût du yaourt qui fait 6000 km avant d'arriver dans votre assiette. Et quand vous expliquez ça aux gens, ils comprennent, quoi. Enfin, c'est le bon sens, et c'est simplement remettre en place le bon sens dans la collectivité. Alors que c'est des gens, pour reparler du transport, moi, dans ma ville, 25% des gens n'ont pas de voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture. Donc l'impact dans ma ville, je ne peux pas le mesurer comme ça. Ce que je disais en introduction, c'est l'impact sur l'agglomération.
où là, on le sent, il y a des moments où il y avait aux entrées-sorties de bureaux une congestion automobile à certains endroits qui n'existent plus. Les parkings du centre d'agglo sont à un tiers vide, un tiers à moitié vide dans la journée, ce qui n'était pas le cas avant, c'était saturé. Donc on a cet impact-là. Alors dans l'étude plus précise, on mesurera les pratiquants du bus, quel type de mobilité ils utilisaient auparavant. Voilà, c'est comme ça qu'on va le mesurer, et pas se dire, pas avoir une impression, mais plutôt le voir réellement et concrètement. Merci. Alors, on continue les questions. Devant. Bonjour, Cédric Philibert. D'abord, merci pour cet échange et félicitations pour l'ensemble de ton œuvre comme maire. En parlant de ton métier de député européen, tu as évoqué dans une même phrase la taxation du kérosène et l'hydrogène. Et autant je comprends bien toutes les raisons qui poussent à vouloir augmenter le prix du carburant aérien pour maîtriser la croissance, pousser aux économies d'énergie, etc. Autant je me demande s'il n'y a pas quand même une petite contradiction, c'est-à-dire qu'une autre option pour enrichir le coût du carburant, ce serait une obligation d'incorporer progressivement de plus en plus de carburant de synthèse à base d'hydrogène et de carbone de la biomasse. Ça coûte cher, ça coûte plus cher que les carburants d'origine pétrolière. Mais ce n'est pas un inconvénient, c'est un avantage, puisqu'on peut augmenter le prix du carburant aérien. Et quelque part, c'est peut-être un peu compliqué de vouloir faire les deux à la fois. Parce que voilà, ce qu'on fera en taxation, on ne le fera pas en obligation d'incorporation qui pourrait tirer vers le haut la filière hydrogène et la filière carburant de synthèse. Voilà, donc je me demande s'il n'y a pas une réflexion à avoir et à ne pas s'engager tête baissée vers la taxation. Merci. Alors, on va prendre d'autres questions s'il y en a. Non, pas à ce stade. En attendant que tu réfléchisses, voilà. moi je ne fonce pas tête baissée. Quand je dis ça va être les dossiers, avant de travailler mes dossiers, je vais aller voir tout ça. J'ai la pratique, en ayant été vice-président à l'agglomération sur la transition écologique et sociale de l'agglo, de la rencontre avec les industriels et des orientations. Je suis l'hydrogène depuis un certain nombre d'années derrière. Juste sur la taxation, moi il faut arrêter d'aller au Portugal pour 30 € le week-end aller-retour. Sinon on va finir par crever plus vite que ce qu'on pensait. C'est déjà là, il y a quelque chose à faire. Après, bien évidemment, qu'on remplace, on ajoute d'autres types de carburants quand ils seront plus vertueux. Mais c'est pour ça qu'il faudra intégrer toutes les externalités négatives dans le coût réel et pas seulement dans le coût de la taxation, mais dans le coût de l'impact environnemental que ça peut avoir derrière. Moi, j'étais pas de la génération où j'allais en week-end, je sais pas où, à New York ou ailleurs, parce que c'était une fortune, ça coûtait une fortune, mais je me sens pas plus malheureux pour autant. Certes, on peut se payer un voyage de temps en temps pour y aller, mais je trouve ça complètement dément aujourd'hui, cette inégalité et cet impact que ça a finalement pour servir quelques-uns. Et en plus, le transport aérien, alors vous me dites si je me trompe, vous êtes certainement plus spécialiste, 70% c'est de l'économie, enfin c'est des hommes d'affaires, non? Ce qu'on me dit c'est ça. Pas les low cost? Oh, bah, j'ai pris du low cost pour malheureusement aller dans des trucs où le bateau était trop long, il y avait quand même beaucoup d'hommes d'affaires dedans. Vous savez, chez Lidl, c'est pas forcément des pauvres qui vont. Comment? Je crois en effet que les chiffres montrent que les low cost sont quand même moins hommes d'affaires que... Oui, mais... ouais, bien sûr. Moi, est-ce qu'il y a d'autres... Non? Oui, allez. Moi, j'en profite, j'ai une question. La campagne européenne, on a vu que la quasi-totalité des listes étaient dorénavant pour des protections aux frontières. Et c'est pas nouveau d'ailleurs, parce qu'en France, on a une longue tradition sur ce sujet depuis de longues années, même si la généralisation de cette position est assez nouvelle. Et on s'aperçoit que rien ne se fait dans ce domaine. Le Mercosur, évidemment, le traité du Mercosur a été fait par la commission précédente. Est-ce qu'on peut imaginer que l'actuelle commission ou que le Parlement européen, que le rapport de force soit suffisant pour qu'enfin on avance un peu sur ce sujet, y compris dans l'idée de, c'est assez compliqué de mettre en œuvre, mais voilà, il y a des choses qui peuvent être faites de taxe carbone aux frontières, en tout cas pour les pays qui ne respectent pas l'accord de Paris. Est-ce qu'on peut imaginer d'avancer au cours de la législature européenne là-dessus ou pas du tout? Sur les premiers échanges qu'on a commencé à avoir, je pense qu'on va avancer là-dessus. Après, il y aura des contradictions.
Il y a des contradictions. La liste, par exemple, européenne, poussée ici par Nathalie Loiseau, La République En Marche, au Parlement européen, le Mercosur, ça pose pas un problème, quoi. Donc il y a des contradictions entre ce qu'on dit et ce qu'on propose et les actes derrière. Moi, j'ai été quand même un peu scandalisé qu'ils ne votent pas non plus la motion sur l'Amazonie que une grande partie des groupes avaient posée. Donc voilà, on verra sur les actes, mais c'est vrai que sur le fond, après, il y a toujours l'Allemagne qui est quand même un gros blocage, parce que l'Allemagne commerce beaucoup avec l'extérieur, le protectionnisme, ça les fait un peu peur, donc je dois avouer que l'Allemagne, c'est quand même un truc déterminant dans l'Europe, mais là, quand même, les citoyennes, les citoyens, enfin la pression de l'opinion publique est en train de peut-être faire que ça va changer, je l'espère en tout cas, dans cette mandature, mais en tout cas, on va faire le travail pour que ça passe. Ça me semble indispensable aujourd'hui. Alors, Henri Fraisse, association Fidaric pour le développement durable du territoire. Je voulais revenir sur un peu votre expérience de maire et vous avez parlé du ministère comme élément de décloisonnement. Donc vous avez parlé de l'université populaire, des jardins partagés. Est-ce que les notions de Fab Lab, c'est-à-dire autour du numérique, on glisse un petit peu par rapport à l'écologie, mais c'est quand même dans la même dynamique. Est-ce que vous avez des retours d'expérience intéressants à partager? Est-ce que les Fab Labs, en particulier pour les jeunes, et la façon de le réintégrer par le numérique vous paraît une voie pertinente, ou quels seraient les pour et les contre, selon votre retour d'expérience? Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, allez-y. Bonjour, Sylvain Adam de l'UNADEL. Je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le RTE, le revenu de transition écologique, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça permet de faire émerger comme type d'activité? Voilà, 2 questions. Le numérique, moi je sais pas. Moi j'en ai pas, j'ai pas de Fab Lab. Moi j'étais plus inquiet parce que les écrivains publics me remontaient sur l'électronisme et de gens qui savaient pas comment prendre un rendez-vous aujourd'hui avec Pôle emploi, avec la Sécu, parce que c'était API, parce qu'il fallait passer par Internet et qui étaient complètement paumés dessus. Donc, moi j'étais plus préoccupé par savoir comment on continue à garder du vrai service public avec des vrais gens qui vous reçoivent plutôt que du numérique en tant que tel. Le numérique est un outil. Je n'ai pas de religion par rapport à ça, mais un jour j'ai été invité dans un colloque sur la ville intelligente. J'ai dit quand même, il n'y a rien de plus con qu'une ville, c'est les habitants qui font l'intelligence de la ville. Donc comment on forme les citoyens avant. Après, le numérique c'est un outil, c'est pas une finalité pour moi. Donc c'est les citoyens qui m'apportent avant. Le revenu de transition écologique, donc c'est Sophie Swatton qui avait lancé ça, peut-être en opposition, mais avec une autre voie que le revenu de base, qui avait été promu à un moment donné. Donc elle dit c'est apporter un revenu grosso modo, apporter un revenu à toutes les personnes qui changent de métier et qui s'orientent vers des professions à faible impact environnemental. Ça pourrait être un agriculteur qui passe du conventionnel au bio, qui pendant la période des 3 années avant qu'il soit labellisé, a une perte de revenus derrière, parce qu'il vend moins, et c'est donc lui apporter un complément de revenus pour qu'il perde pas, enfin qu'il soit pas perdant. C'est un mec qui était dans la recherche pétrolière et qui décide d'aller dans l'éolien offshore, il doit se reformer, donc c'est lui payer la formation pour qu'il puisse s'orienter vers ce métier-là. Enfin voilà, c'est à chaque fois comment on met un dispositif, quel dispositif on crée pour accompagner cette transition vers des métiers. Donc à Grande-Synthe, on a des gens qui travaillent avant, qui là vont ouvrir un resto, une coopérative, un restaurant à base de bio local, et voilà, il faut les accompagner pendant un moment. C'est une coopérative, l'idée c'est d'être une coopérative, donc c'est au moment où ils atteignent un seuil d'équilibre ou de rentabilité, ils participent eux-mêmes en finançant la coopérative pour amener d'autres coopérateurs à naître et à vivre de leur projet. Donc on est à l'embryon, hein, d'ailleurs on l'a annoncé en mai je crois, et on a signé une convention en mai, on a créé l'Assemblée Générale en juin, donc on démarre simplement le dispositif. Donc il y a une fondation qui est arrivée, qui a mis un peu d'argent sur la table, il faut qu'on aille en chercher d'autres pour créer vraiment un facteur d'entraînement. Donc on a 3 ou 4 personnes qui sont concernées en ville qui vont bénéficier de l'approche du RTE, dont des jeunes maraîchers qui s'implantent et qui démarrent leur activité.
qu'on a mis sur des terres de la collectivité. C'est un dispositif pour moi complémentaire à tout ce qu'on pouvait mettre en place, qui nous permettent justement d'accompagner économiquement ce qu'on a du mal à faire. Une ville, on ne peut pas financer quelqu'un qui lance une activité économique. Et donc là, ça nous permet, par le biais de ce dispositif, d'accompagner cette transition sur des toutes petites, c'est micro-échelle. Alors, autre question derrière là-bas, oui. Oui, Gérald Dumas de l'agence de concertation Néorama. Moi, je voulais vous interroger sur la place finalement de vos concitoyens dans les instances de gouvernance locale, parce que vous avez une approche qui est très pédagogique, vous expliquez beaucoup, vous formez. Au-delà de ça, quelle place vous leur réservez dans la vie locale entre deux élections? Est-ce qu'ils ont un rôle dans des instances dédiées? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est quoi les instances dédiées? Je sais pas. C'est une question ouverte. Alors, on a sur la ville un conseil municipal des jeunes, un conseil citoyen, un conseil des sages, on a un budget participatif et on a surtout tous les projets qu'on mène se font avec les habitants, se construisent avec les habitants. Alors, il n'y a pas une instance formelle dessus, mais il n'y a pas un projet qui est plaqué et qui tombe comme ça. Le seul que j'ai osé lancer, c'est on s'est déclaré ville en transition en 2011. Alors, normalement, c'est un mouvement bottom-up, mais j'avais pas, moi, la population, elle est plus inquiète de savoir ce qu'elle va donner à ses enfants bouffés le lendemain, plutôt que de se dire la transition, le développement durable. Pour eux, c'est des concepts, pour la plupart, en tout cas de la population, c'est des concepts un peu... et d'ailleurs, j'en parle pas comme ça. La transition, je le dis quand je fais la réunion sur les cantines bio, je dis aux habitants, bah voilà pourquoi on le fait, les impacts que ça a derrière, et c'est ça qu'on appelle la transition. Donc je pars toujours du concret pour les amener sur le concept, en tout cas pour qu'à un moment ils puissent dire, bah nous aussi on est là derrière. Voilà, quand on a été capitale française de la biodiversité, on a expliqué à la population en quoi c'était important, et ce qui permet après de laisser des troncs d'arbres par terre en mettant un petit panneau dessus, mais il n'y a plus de cri de la population parce qu'on laisse la nature faire en ville. Voilà, il y a cette éducation au quotidien qui est faite. Donc voilà, ils sont partout. Ils sont partout. Quand on fait un conseil de la politique agricole et alimentaire, où on travaille avec des producteurs, avec des distributeurs, avec des représentants de la population, pour voir un peu comment créer ce microcosme-là qui pousse à une transition alimentaire derrière. Voilà, donc ils sont vraiment partout. Alors pas forcément les mêmes, parce que ça je suis très vigilant à ça, parce que vous savez, quand on instaure des instances de participation, c'est souvent les mêmes qui deviennent finalement un conseil municipal bis avec des mêmes représentants, et qu'on critique les élus locaux. On est quand même les premiers représentants de la population, on est même de la population. Mais voilà, je fais attention que ça. Et justement, quand on approche un problème particulier, la fabrique de l'autonomie, c'est un type de population. La mobilité, quand on fait le schéma directeur des pistes cyclables sur la ville avec les habitants, d'abord par quartier et ensuite à l'échelle de la ville, c'est peut-être d'autres types de populations, voilà, et ainsi de suite. Quand on refait le quartier, sur un quartier de renouvellement urbain, c'est un troisième type de population différent. Alors il y a des mêmes parfois dans les différents groupes, parce que la transition et l'écologie, c'est quand même hyper systémique, transversal, et ben, du coup on retrouve les mêmes qui se passionnent au truc, mais souvent il y a d'autres habitants. Quand on travaille à résoudre des problèmes dans un sous-quartier de la ville, de fonctionnement de places qui ne marchent pas bien, etc., on travaille avec les habitants, les riverains de ce coin-là, donc ils sont présents en permanence. Je complète la question, et évidemment je passe la parole. Qu'est-ce que tu penses de la logique qui a tendance à devenir l'alpha et l'oméga de la démocratie aujourd'hui, du tirage au sort? Je suis pas à l'aise avec ça, moi, parce que c'est compliqué. Par exemple, pour faire une liste au municipal, c'est des fois compliqué. Tirer au sort, ça veut dire qu'on prend qui dans les représentants, quoi. Pour moi, moi, le tirage au sort, c'est pas suffisant, c'est le contenu. C'est pas les hommes et les femmes, quoi. C'est ce qu'on fait, ce qu'on va faire, le projet qu'on va se battre. Et pour mener à bien un projet qu'on peut construire avec les habitants, il faut des gens motivés, une forme de compétence derrière, etc. Et le tirage au sort, c'est tellement aléatoire. Moi, je suis pas très fan de ça. Je pense qu'il faut redonner ces lettres de noblesse à la population, à la politique, pardon. Il faut vraiment qu'on ait ce lien de confiance qui se réinstaure. Alors, il y en a encore un peu de la confiance
envers les élus locaux, moins sur les autres, mais c'est aussi parce qu'il y a eu, il y a eu des discordances entre les propos justement et les actes, donc cette confiance a disparu. Mais voilà, moi je suis pas fan, j'ai du mal avec ça, ça fait longtemps qu'on en parle, mais je suis mal à l'aise. Enfin, je suis mal à l'aise. Le hasard, c'est pas terrible, quoi. Alors. Florence Lévin, Coenov, association sur l'énergie et par ailleurs élu local. J'ai une question un peu plus terre à terre, désolée, mais j'aurais aimé vous entendre sur la rénovation énergétique. Et finalement, ce grand mouvement qui est nécessaire pour le pays sur la diminution par 2 de nos consommations. Et concrètement, comment est-ce que localement, vous arrivez à emmener ces populations est-ce que vous y arrivez et globalement, quels sont les retours sur votre territoire? Merci. Bon, je te laisse. Alors, on a mis en place, il a été mis en place sur la communauté urbaine de Dunkerque un dispositif, il y a, je ne sais plus combien de temps, mais je dirais 2012, ouais, peut-être même un peu avant, qui s'appelle Réflexe Énergie, qui aide les habitants en fonction de leur coefficient familial, qui aide les habitants sur des projets de rénovation énergétique. On met une ingénierie aussi à disposition des habitants. Par exemple, alors c'est parti de la thermographie aérienne, donc on a une photo des fuites des logements, et quand on reçoit les habitants, on regarde avec eux, c'est plutôt votre toiture qu'il faut isoler, c'est plutôt votre porte d'entrée, votre fenêtre ou vos murs, voilà. Et donc on regarde avec eux quel est le plan de rénovation thermique qu'on peut mettre en œuvre sur leur logement. Quand ils n'ont pas beaucoup d'argent, on fait peut-être que la porte d'entrée, puis on les aide à faire la porte d'entrée. Quand ils sont capables d'allouer un certain budget, ils peuvent faire l'ensemble et du coup on aidera ce foyer-là en fonction de sa dépense et de ses capacités de financement. Nous à Grande-Synthe, puisqu'on a quand même une population des plus pauvres de l'agglomération, la ville, on a décidé de doubler cette aide de la communauté urbaine. C'est effectivement, c'est un peu d'argent, c'est jamais beaucoup, parce que la CUD, elle peut aider jusqu'à 3 000 € sur une réhabilitation énergétique. Comme moi, ça fait 3 000 € sur un foyer, on a 90 demandes par an, c'est quand même pas la mer à boire pour la collectivité. Par contre, avant, j'avais 30 dossiers par an. Maintenant, on est passé à une centaine. Donc on voit que l'aide financière permet derrière de voir. Donc après, cette ingénierie, logiquement, elle étudie l'efficacité énergétique, le projet de rénovation énergétique du logement pour atteindre les cibles de diviser par 2 les... J'ai pas le retour, moi, on a mis en place ce dispositif il y a 3 ans, j'ai pas eu le retour, l'étude n'est pas retourné voir, j'ai pas eu encore les retours de ça. Mais voilà, vraiment les aides, alors il y a plein d'aides en plus avec les certificats d'économie d'énergie. Je sais que par exemple Auchan sur le territoire, ils redonnent des aides aux familles pour acheter des certificats. Donc finalement, ça marche pas mal. Ça crée une émulation sur le territoire qui fonctionne. Il y a quand même un diagnostic qu'on a fait à de nombreuses reprises ici, en tout cas la Fabrique écologique, sur plusieurs notes. Il y a quand même le segment du parc privé et des locataires en grande difficulté qui est absolument pas traité. Et je me suis toujours demandé, les élus, par la manière du CAS et de l'action sociale, ont les moyens, me semble-t-il, de repérer les situations de très grande précarité énergétique et de logement dans laquelle le propriétaire soit ne veut pas, soit ne peut pas faire de travaux. Et je me suis toujours demandé, sur ce segment-là, où on voit bien, moi-même j'ai été élu, je suis toujours d'ailleurs, on en a beaucoup de gens dans des permanences qui viennent pour ce genre de problème, on sent bien qu'aujourd'hui il n'y a pas de réponse véritable pour des situations de ce type, et qu'on laisse des gens dans des situations indignes d'absence de chauffage, de chauffage très insuffisant, alors qu'on aurait les moyens de repérer, en tout cas, ces situations. Première étape pour les traiter. Et je me demande toujours pourquoi ça n'est pas suffisamment fait. En tout cas, chez nous, le repérage est fait. Avec l'ANA et le service logement de la communauté urbaine, on a une photographie très précise de la précarité dans les logements, et la précarité sociale et les passoires thermiques. Et on incite en priorité les gens, mais quand ils n'ont pas les moyens dedans, c'est compliqué.
Le mec, quand il ne peut pas mettre 1 euro sur la réhabilitation, on peut pas lui, même si on finance beaucoup, il lui reste quelques pourcents à mettre et il les a pas derrière. Donc là, c'est là le problème qui réside. Puis après, moi dans ma ville, j'ai 64% de logements sociaux. J'ai peu de propriétaires et j'ai surtout pas de propriétaires en précarité énergétique parce que ceux qui ont des maisons, c'est à peu près une population qui va à peu près bien et c'est pas et ceux-là on commence à les aider à faire de la rénovation quand c'est des gens qui ont racheté leur logement social dans le cadre de l'obligation de revendre une partie du patrimoine, mais c'est pas les pires passoires énergétiques. Enfin, de ce qu'on avait, c'était pas les pires, mais ceux-là on les aide en partie. Donc je ne sais pas si la fabrique écologique a travaillé là-dessus, mais moi il y a un truc qui m'intéresse, c'est toute la notion de la propriété et de l'héritage en France. On a une finalité, c'est d'avoir sa maison et sur 500 mètres carrés de terrain. Est-ce que tout ça, ça va durer longtemps? Moi, ça me questionne. C'est parce que les gens achètent leur maison, puis après ils ne peuvent pas faire face aux difficultés, mais on les pousse tellement à acheter leur maison parce qu'il faut que j'ai un héritage à donner à mes enfants. Enfin, cette mentalité-là, elle a un impact sur le quotidien des habitants. Non, je voulais juste poser une petite question qui fasse le lien entre le maire, l'ancien maire et le député européen, parce que depuis tout à l'heure, je me dis, on dirait que c'est disjoint, de manière complètement disjoint. Et d'ailleurs, la plupart des questions portent sur vos fonctions de maire, vos ex-fonctions de maire, pas du tout député européen, comme si on n'avait pas du tout confiance dans le fait que le Parlement européen soit un lieu d'action. Et en revanche, vous êtes très concret sur ce que vous avez fait dans votre vie. Donc je voulais poser une question qui est comment vous allez faire le lien entre l'écologie de l'action que vous nous décrivez et une écologie au Parlement européen qui ne soit pas seulement d'interpellation, ou de pression, ou de bouche du coche, je sais pas quoi. Donc il y a quelque chose sur aussi être un député européen qui agisse concrètement à partir de votre expérience. Parce que vraiment, pour l'instant, on a l'impression que c'est deux univers aux antipodes. À part dire à Ursula, c'est pas très bien la protection du mode de vie européen. Comment vous allez faire et aussi la culture, ça a été évoqué Pierre Larouturou, il y a des gens qui se disent écologistes qui ne sont pas dans le groupe des Verts. Comment vous allez travailler avec eux? Je pense que ça vous intéresse aussi de savoir. Alors, il y a des fonctionnements intergroupes. Par exemple, la semaine dernière, j'étais dans une réunion où il y avait Raphaël Glucksmann, où il devait y avoir Pierre Larouturou, mais il n'est pas là, et il y avait Manon Aubry, par exemple, donc, et quelques autres, Emmanuel Morel, et puis des Allemands, des Grecs, des Espagnols dans le groupe. Donc voilà, il y a des fonctionnements intergroupes parce qu'on se rejoint sur des préoccupations communes derrière. C'est sûr que député européen, c'est pas un maire. Moi, le maire, j'avais une idée le matin, je me levais, je demandais à mes services de la mettre en œuvre. Et c'est plutôt que la fonction de maire, moi, elle est géniale. Je vais la regretter parce que j'aurais plus ce quotidien-là, mais il faut mettre une limite à un moment donné. Par contre, et on avait la discussion sur l'hydrogène tout à l'heure, mais j'ai déjà commencé par exemple sur les problèmes d'accueil des migrants et des politiques migratoires. Je suis en relation avec les États généraux des migrations en France, plus les ONG qui s'occupent de ça, parce que mon discours, moi, je vais le construire avec eux, et la défense de la position que j'aurai, que je demanderai à l'Europe, se fera avec les gens de terrain. Et c'est d'avoir ce lien permanent entre le terrain et influer. Alors, on n'est que 10% les écolos au Parlement européen. Il y a des gens ouverts et humanistes aussi dans les autres groupes, donc je pense. En même temps, sur la politique migratoire, le Parlement il a voté par exemple un Dublin 4 en 2017 qui est bloqué au Conseil par les chefs d'État. Et les 3/4 du Parlement européen avaient voté une amélioration du dispositif de Dublin. Je ne sais pas si tout le monde connaît Dublin. Hein. Grosso modo, c'est vous renvoyer quand une personne arrive en Europe, elle est prise, elle met ses empreintes dans le pays dans lequel elle est rentrée. Et si elle est prise après en France, ben on la renvoie dans le pays où elle a mis ses empreintes. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a renvoyé plein de gens d'Italie et c'est comme ça qu'on a eu un Matteo Salvini qui est arrivé au pouvoir parce qu'on a essayé l'Italie se démerder avec son problème et donc le manque de solidarité européenne. Donc il y a eu une amélioration votée à ce dispositif il y a plus d'1 an et demi par le Parlement, mais le Conseil des chefs d'État bloque parce qu'il faut qu'il agrée avec la Commission derrière. Donc voilà, il y a peut-être des positions du Parlement et puis il y a un fonctionnement européen, la directive énergie qui a été adoptée en 2003, elle vient d'être évaluée par la Commission en disant elle date un peu. Bah oui, on se dit bien qu'en 2030, on ne fait pas les mêmes études qu'en 2019. Là aussi, il y a quelque chose qu'il va falloir devant l'urgence qui est la nôtre aujourd'hui, il va falloir peut-être pousser et la Commission et le Conseil à faire différemment, enfin avoir d'autres pratiques derrière. Alors c'est pas de l'incantation, c'est pas la mouche du coche, et moi,
c'est vous qui disiez tout à l'heure, les citoyens sont en avance sur les élus. Ils sont beaucoup plus près que les élus à faire des choses. Et ben oui, on va se servir, s'appuyer sur l'opinion publique en fait pour essayer, les citoyens, pour essayer de faire pression, non pas que sur l'Europe, mais sur les États membres de l'Europe, parce que c'est aussi là qu'en partie ça se joue. Je voulais juste compléter par rapport à la rénovation énergétique. Amandine, je travaille pendant de nombreuses années à l'ADEME. Il y a aussi le problème, et ce qu'on me dit, c'est comment les gens vont arriver, les propriétaires, à arriver. Il y en a des aides, c'est possible d'avoir tout qui est quasiment payé sur la rénovation énergétique, mais c'est un parcours du combattant pour y arriver. Donc on parlait d'électronisme, et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a beau dire qu'on augmente les budgets de l'État pour l'écologie, mais à l'inverse, on ne fait que supprimer des postes. Donc, c'est-à-dire qu'entre le début du parcours jusqu'à arriver à commencer ces travaux de rénovation, il peut y avoir 2 ans. Parce qu'il n'y a pas assez de monde pour traiter les dossiers. Donc déjà, quand on arrive à monter un dossier, mais ensuite il faut arriver jusqu'au bout et ne pas attendre. Donc ça, c'est une autre chose qu'il faut comprendre aussi. C'est difficile, mais ça existe, c'est possible. Mais il faut vraiment que derrière, il y ait une vraie volonté du gouvernement de le faire. C'est comme pour la plateforme ADP, on dit on fait une pétition, mais on fait tout pour pas que ça soit signé. Et bien là, c'est pareil. Ils ne connaissent pas ma ville. Je ne peux pas rentrer ma ville, et donc je ne peux pas le faire. Très bien. Une réaction là-dessus? Non? Non, mais je pense qu'Amandine avait travaillé sur le sujet à l'ADEME, donc moi je pense qu'il y a des aides effectivement, mais c'est vrai que alors, quand on met de l'ingénierie dans une collectivité, ça aide aux facteurs, mais il faut qu'après les financeurs examinent le dossier et on sait qu'il y a des files d'attente qui sont quand même extrêmement importantes derrière. Donc encore une fois, devant l'urgence, il faudrait peut-être débloquer ces situations, je ne sais pas s'il faut alléger les dossiers, mais surtout mettre des gens qui étudient les dossiers en nombre pour que ces dossiers voient le jour derrière. Il ne suffit pas d'accorder 800 millions de plus à l'écologie, il va falloir les dépenser. Et que s'il y a moins de fonctionnaires, il y aura moins de dossiers qui seront examinés, donc on n'arrivera pas à les dépenser. Alors, peut-être quelques dernières questions, s'il y en a une là. J'aurais pu poser cette question après celle de la personne qui est devant moi sur la RTE. Qu'est-ce que vous pensez d'une autre politique qui est un peu complémentaire, qui est les territoires à zéro chômeur de longue durée? D'autres questions? On laisse Damien répondre. Vas-y. On est candidat nous, dans la deuxième enfin dans la deuxième appel à projet qui doit sortir, mais il sort pas et nous on était candidat dessus. Donc c'est complémentaire. Elle le dit d'ailleurs, le RTE dit que c'est complémentaire à ce dispositif-là. Donc si on l'obtenait en plus, ça viendrait peut-être faire effet multiplicateur. Je voudrais revenir sur la question du site. Je pense qu'elle est importante. C'est vrai que on a l'impression que c'est quand même 2 domaines totalement séparés, l'action du député européen et l'action de maire. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, au niveau du Parlement européen, des possibilités d'action concrètes pour faire en sorte que ces problèmes de rénovation énergétique de logement, de transport, etc. soient mieux réglés? Est-ce que dans l'action, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup au niveau du Parlement européen de sujets généraux, mais est-ce que concrètement, sur ces sujets majeurs, est-ce que tu as le sentiment que c'est utile, cette instance est utile pour faire avancer des choses? Oui. Après, c'est le problème du temps et de la construction. Non, mais quand je vois la réglementation européenne sur la qualité de l'air, elle est vachement utile, cette directive sur la qualité de l'air, puisqu'elle condamne des États membres qui ne respectent pas cette directive, et notamment la France. Donc oui, ça a une utilité. Après, c'est les temps du fonctionnement de cette instance qui sont extrêmement longs. Le fait du trilogue, commission, conseil, parlement, qui sont extrêmement longs. Et là, il y a des choses, compte tenu de l'urgence, et on va demander, nous, une résolution pour que l'Europe se déclare en état d'urgence climatique. Alors c'est qu'une résolution, c'est rentrer dedans, mais c'est s'appuyer aussi sur les millions de personnes qui viennent de marcher le week-end dernier pour dire il faut changer. Et pour changer, il faut aller vite, et ça demande peut-être de raccourcir les procédures, les temps de discussion, parce que grosso modo, tout le monde sait à peu près ce qu'il y a à faire, quoi. Et c'est comment on y va, comment on répartit les fonds européens. L'Europe en tant que telle, elle n'a pas beaucoup de moyens d'agir directement.
elle a un budget qui est quand même pas extraordinaire compte tenu des 500 millions d'habitants qui sont derrière. Elle a aussi peu de fonctionnaires au regard des 27, enfin des 20. Pourquoi 27 on est encore 28. Mais tout le monde parle de 27. Plus très longtemps. Ouais. Enfin, si, je pense qu'il reste là. Je pense que là, les prolongations, ce qui se passe en Grande-Bretagne, ça fait. Enfin voilà, il y a des changements. Donc il faut qu'on active les choses. Donc moi, je pense que oui, c'est une vraie efficacité. En tout cas, ce que je fais, le raccord entre le niveau local et le niveau européen, c'est que toutes les difficultés que je rencontrais moi, elles ont leur solution à l'Europe. La situation migratoire, c'est à l'Europe que ça se résout. La transformation de l'industrie, c'est plus à l'échelle nationale, c'est à l'échelle européenne que ça se joue. La protection de ce changement environnemental des modes de production, etc., c'est aussi à l'Europe que ça se joue par la taxe carbone. Donc vraiment, tout ce que je défendais, la politique agricole commune, la malbouffe en France, comment on redéveloppe de l'emploi dans l'agriculture, comment on évite la pollution de notre eau, de notre air par les intrants, enfin bref, c'est une vraie politique, enfin c'est la remise à plat de la politique agricole et appelons-la la politique alimentaire commune, parce qu'à la limite l'agricole on s'en fout. Ce qui nous intéresse c'est ce qu'on produit derrière, ce qui va tomber dans les assiettes des consommateurs derrière. Donc, et là oui, il y a des orientations qui sont données par l'Europe, qui doivent être données par l'Europe, et qui auront après des répercussions locales, et qui doivent avoir des répercussions locales. C'est le temps qui urge maintenant, qui presse. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, on va passer aux 3 vœux. Non. On ne frustre personne et on récupère un deuxième micro, ce qui est formidable. Donc, ça ne frustre personne. Donc, on passe aux 3 vœux. Le vœu, d'abord le vœu, comme dans le sens que tu veux. Le vœu aux citoyens, peut-être, pour commencer, ou contraire. Le vœu, c'est que les citoyens exigent aujourd'hui de leur politique qui mettent en œuvre des solutions. Ouais. Exige dans quel sens? Exige dans tous les sens. C'est soit les marches climat, soit au niveau des élections après, c'est d'aller voter pour le changement. Enfin, non, je dis plus ça, c'est pas une bonne slogan. Mais en campagne électorale. Non, mais voilà, c'est ce que. Moi, je pense qu'ils sont prêts, mais il faut plus attendre. Après, le vœu du président, c'est qu'il ose changer, il va falloir changer radicalement notre modèle et notre modèle de développement. Donc c'est qu'il ose proposer, c'est Hulot qui avait fait un bouquin Osons, je crois, il y a quelques années, il faut oser le changement, il faut oser proposer à la population, il faut avoir du courage politique et pas continuer dans ce qui se faisait jusqu'à maintenant, et que le vœu pour le secrétaire général de l'ONU, c'est le pauvre, c'est qu'ils parviennent à persuader les chefs d'État et que je sais pas quel pouvoir il a le secrétaire général de l'ONU malheureusement parce qu'il en a peu. Il y a une actualité d'aujourd'hui sur ce sujet. Ouais, qu'est-ce que tu souhaites du sommet d'aujourd'hui? Rien peut-être. Mais non, mais je suis tellement désespérant de ce qui sort de ces sommets. Ou alors, regardons ce qui sort de l'accord de Paris en 2015 et regardons ce qui s'est passé depuis 2015. On signe et derrière il ne se passe pas grand-chose finalement. Il se passe un petit peu par rapport à... C'est pas suffisant, mais il y a quand même eu un certain nombre d'évolutions non négligeables. C'est pas suffisant, c'est pas du tout suffisant. Le dernier rapport du GIEC te dit c'est maintenant 7 degrés, on est sur la trajectoire de 7, on sera à 2 en 2040. Moi, mon territoire, maintenant c'est confirmé par cette étude, le triangle entre Dunkerque, Calais et Saint-Omer, il est sous la flotte en 2100. Donc on a comment? On a fait un rapport là-dessus, sur l'adaptation au changement climatique sur le littoral. C'est une adaptation, c'est que dans le territoire de Polder, et que la mer, elle va revenir réoccuper ce qu'elle occupait auparavant. Donc je pense qu'on n'agit pas suffisamment, on n'agit pas à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. Et je ne suis pas un collapsologue, moi je dis qu'on peut y arriver. Il faut simplement qu'on continue Europa City, quoi. On continue à aller bouffer des terres agricoles arables pour un projet qui est un projet du XXe siècle. Il faut vraiment, on supprime le train Perpignan-Rungis. Moi, tous ces actes du quotidien font qu'on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur. Voilà.
en colère, mais la liste des exemples, elle serait énorme, de dire on a signé des trucs, mais derrière on n'enclenche pas ce qu'il faut. Et c'est pas grand-chose. C'est une logique, une cohérence dans son action qu'il faut qu'on mette en œuvre, et dans l'action politique à mettre en œuvre. Très bien, il nous reste à applaudir Damien.